Au cœur du désert texan, il règne ce matin une excitation assez insolite le long de la route 54. La foule se presse déjà malgré le froid matinal. Certains ont même fait plusieurs heures de route pour ne pas rater le spectacle, un show fugace de quelques minutes à peine. Tu vois à 12 heures, c'est là que ça va décoller. Et dès que tu l'entends, tu regardes vite en haut, parce que ça va très vite. À quelques kilomètres de là, dans la plaine aride, une fusée s'apprête à décoller. À son bord, 6 astronautes pas comme les autres. 6 touristes qui ont acheté leur ticket pour un aller-retour dans l'espace. Derrière ce voyage d'un nouveau genre, Jeff Bezos, le célèbre fondateur d'Amazon. 6 decades ago, it took the entire resources of a nation state. And today, you guys can do it in a completely different way. That, for humanity, is what's called progress. Avec sa compagnie Blue Origin, le milliardaire s'est lancé dans la conquête spatiale. Et en misant sur le tourisme, il entend révolutionner l'accès à l'espace. C'est parti! Tu la vois? Oh mon Dieu! J'ai réussi à la suivre jusqu'en haut cette fois. C'est clairement une nouvelle ère pour les enfants. Moi, j'aurais sûrement pas l'occasion d'aller dans l'espace, mais un de mes élèves pourrait. Mon fils pourrait. Mon petit-fils. Ça fait partie de leur futur. Cette nouvelle ère, ce nouvel âge spatial a un nom, le New Space. Et elle est en train de faire de l'espace un business, un gigantesque marché ultra concurrentiel. Jeff Bezos se voit déjà comme le leader de ce nouveau marché. Mais il a face à lui un adversaire déterminé, Elon Musk, l'excentrique patron de SpaceX. Cet entrepreneur atypique réinvente l'exploration spatiale. Avec ses fusées low cost et ses combinaisons au look futuriste, il soulève un enthousiasme populaire sans précédent. Il y a un vrai, je pense, engouement, d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Il y a un peu ce côté extrême, ce côté challenge. Elon Musk est bien décidé à s'imposer comme le nouvel acteur clé, le nouveau maître de l'industrie spatiale. SpaceX est venu avec l'intention de révolutionner l'industrie spatiale traditionnelle. Il était prêt à tout pour réussir. Entre les deux milliardaires, la compétition est lancée pour conquérir la dernière frontière. Un bras de fer surréaliste, où l'on s'affronte à coups de millions de dollars, de fusées spatiales et de projets délirants pour sauver l'humanité. Il veut entrer dans l'histoire. Il veut devenir le Christophe Colomb de l'époque moderne. Musk et Bezos sont les deux businessmen les plus impitoyables et les plus égocentrés du monde aujourd'hui. Et le fait que ces deux entrepreneurs gladiateurs se battent et se détestent va être l'une des histoires les plus incroyables à regarder. Mais derrière le duel surmédiatisé entre les deux hommes les plus riches du monde, se joue en réalité une bataille bien plus féroce. L'avènement du secteur privé dans l'espace a aussi réveillé la puissance spatiale américaine et bousculé ses concurrents historiques sur la scène internationale. Ils ont gagné des parts de marché pour les États-Unis contre leurs concurrents européens et russes. Qui sera le premier à vendre le plus, à lancer le plus de fusées? Et qui prendra la tête de cette industrie? Le renouveau de la conquête spatiale débute paradoxalement avec un échec américain. Ce matin du 1er février 2003, la navette Columbia entame sa descente vers la Terre. À bord, 7 astronautes, 6 Américains, 1 Israélien, sont attendus à Cap Canaveral, après 16 jours de mission en orbite.
J'étais au Kennedy Space Center avec toutes les familles de l'équipage. Cela devait être une mission très réussie. Dans la salle de contrôle, la NASA suit minute par minute l'entrée dans l'atmosphère de la navette, en contact radio permanent avec l'équipage. Quand, soudain, And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Roger. Columbia, Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. Il était évident que quelque chose de très grave s'était passé. Columbia, Houston, UHF, comm check. La confusion a alors cédé la place à l'inquiétude et à un profond remords. à 8h53, la navette vient de se désintégrer en entrant dans l'atmosphère, tuant sur le coup les 7 membres d'équipage. C'était vraiment le début de la fin pour le programme de la navette spatiale. L'accident de Columbia a été un tournant, un événement déclencheur, un de ceux qui incitent au changement, à une profonde évolution. L'accident marque la fin d'une époque. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. L'époque de la conquête spatiale et de la ferveur populaire qui accompagnait les missions Apollo vers la Lune. Dans la course aux étoiles, les Américains étaient parvenus à distancer les Russes, leurs rivaux de toujours. La navette, premier lanceur réutilisable au monde, était l'incarnation de cette supériorité des États-Unis dans l'espace. L'explosion de Columbia change tout. Clairement, ça a été, je dirais, un coup d'arrêt assez brutal dans ces missions de vol habité. Ce n'est pas juste la navette qui avait un problème. Nous avions aussi annulé nos programmes pour remplacer la navette. Nous avions perdu quasi tous nos contrats sur le marché des lancements commerciaux. Après Columbia, le programme spatial américain était en très mauvais état. En l'honneur de l'héritage des astronautes de Columbia, soyez certains que nous referons des vols spatiaux sûrs. Cette déroute de la NASA va servir de terreau à la relève. Et le changement ne va pas venir de là où on l'attend. En Californie, dans la Silicon Valley, la bulle Internet a permis à de nombreux jeunes entrepreneurs de faire fortune très vite. Des geeks qui vont révolutionner l'aventure spatiale. À 22 ans, Elon Musk vient de revendre sa première start-up et le tout nouveau millionnaire jubile devant les caméras de CNN. This is definitely very cool. I like it a lot. Congratulations. Just 3 years ago, I was showering at the Y and sleeping on the office floor. And now, obviously I've got a $1 million car and it's just a moment in my life. L'image d'Elon à la fin des années 90, au tout début de son succès, c'est celle de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Il avait dépensé une énorme somme d'argent pour une nouvelle voiture de sport, qu'il a complètement détruite lors d'une balade avec un reporter. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela ne le satisfaisait pas. Il utilisait immédiatement son argent pour investir dans de nouveaux projets. Avec cette tactique, Elon Musk touche le jackpot. En revendant ses actions PayPal, l'application de paiement en ligne, il ramasse 180 millions de dollars. Quand il a fait fortune en vendant ses actions PayPal, il s'est demandé que faire de cet argent. Et c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'espace, à l'astronomie et à la science-fiction. Déçu par le manque d'ambition du programme de la NASA, Elon Musk rêve de relancer la conquête spatiale. Mars le fascine depuis toujours. Le jeune millionnaire va donc prendre les choses en main.
Pourquoi n'enverrait-il pas lui-même une fusée sur la planète rouge? Il sortait tout juste de ce monde de l'entrepreneuriat digital de la Silicon Valley, où vous pouviez inventer un nouveau monde avec un logiciel, sans limite à votre création. Son but était d'envoyer une plante ou un animal sur Mars pour prouver qu'on pouvait envoyer de la vie sur une autre planète. Pour réaliser ce projet en apparence totalement fou, il fait appel à un vétéran de l'espace, Jim Cantrell. Il est aujourd'hui basé à Tucson, en Arizona, avec sa société de fusée, Phantom Space. Cet ingénieur a roulé sa bosse dans le milieu spatial, de l'Europe aux États-Unis, en passant par la Russie. Elon Musk m'a téléphoné un jour de 2001. Il m'a raconté qu'il voulait envoyer des souris sur Mars et qu'il avait besoin d'une fusée russe, car il ne pouvait pas se payer une fusée américaine. Et donc il m'a dit que j'étais un des rares Américains à pouvoir l'aider à acheter une fusée russe. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, je peux t'aider. Elon Musk et Jim Cantrell s'envolent pour Moscou en novembre 2001. Leur mission, convaincre les Russes de vendre un missile déconditionné aux jeunes millionnaires. Rendez-vous est pris avec un ingénieur en chef de l'agence spatiale russe. Elon était un jeune homme de 20 ans et quelques qui s'habillait mal. Ses cheveux étaient toujours décoiffés et il avait peu de talent pour le relationnel. Il a attaqué la conversation brusquement. Il a commencé à décrire ses projets. Vous savez, les espèces multiplanétaires. Et l'ingénieur en chef, il nous a craché dessus. Il a craché sur les chaussures d'Elon, puis sur les miennes. Et Elon s'est arrêté et il m'a dit « Je crois qu'il a craché sur mes chaussures. » Je lui ai dit « Oui, je crois bien. » C'était un signe de mépris. Le type était très en colère car on lui avait fait perdre son temps. Il n'avait pas pris Elon au sérieux. Après un tel affront, les deux Américains repartent pour New York. Mais dans l'avion, loin d'être abattu, Elon Musk tape fébrilement sur son ordinateur. Ce mec bosse vraiment tout le temps, il travaille. Et je me suis dit, qu'est-ce que cet idiot de surdoué est encore en train de faire? Elon s'est alors retourné vers moi et il m'a dit, on peut construire cette fusée nous-mêmes. Nous allons monter une société et fabriquer notre propre fusée pour aller sur Mars. Elon Musk va se donner les moyens de réaliser son projet extravagant. Il investit 100 millions de dollars, la moitié de sa fortune pour créer SpaceX. Il l'ignore encore, mais il n'est pas le seul millionnaire à vouloir se lancer à l'assaut de l'espace. À la même époque, à Seattle, un homme est en train de révolutionner le commerce sur Internet. Jeff Bezos, 36 ans, est le sémillant patron d'Amazon. Il possède un tiers du capital de la société, une fortune estimée à 8 milliards d'euros. Et le tout jeune milliardaire est fier de montrer, face caméra, la réussite fulgurante de sa société. J'ai commencé là-bas, à l'est de la ville, dans ma maison. Et puis on est arrivé ici, voilà notre progression. Vous voyez, on est super fort en déménagement. En 2003, un journaliste américain mène une enquête sur le célèbre fondateur d'Amazon. Et il fait une curieuse découverte. J'avais entendu dire qu'il avait une société à Seattle qui avait un projet dans le domaine spatial et qui s'appelait Blue. J'étais étonné. Jeff Bezos, l'un des plus célèbres acteurs d'Internet, a une autre entreprise qu'il essaie de garder secrète. J'ai roulé jusqu'à une sombre banlieue industrielle de Seattle, et là, il y avait un entrepôt sur lequel était écrit « Blue Origin ». Quelques camions et des motos étaient garés devant. Je me suis dit « Ok, c'est intéressant ». Bon, maintenant, une petite confession. Je ne ferai pas ça aujourd'hui.
Mais à l'époque, j'ai fouillé dans la poubelle et j'ai pris les documents qui se trouvaient sur le dessus de la pile. Le premier document disait, c'était vraiment un miracle, que Blue Origin préparait une fusée appelée New Shepard. Son but était de lancer le tourisme en orbite basse. La mission de cette entreprise était de permettre un jour à des millions d'humains de vivre et travailler dans l'espace. Et je me suis dit, waouh! Face à ces révélations publiques, le patron d'Amazon garde le silence. Jeff Bezos préfère la discrétion. Il a pourtant déjà laissé quelques indices sur sa passion secrète, comme lors de cette interview en juin 2000. If you weren't the CEO of Amazon.com today, what would you like to do or be? I would like to go help explore space. Tell me more. I mean, what would you do? How would you go about it if you weren't doing this? Well, the picture I have is that I would get in a rocket ship, go up into space and go check out a few things. Now, Le rêve de Bezos passe à l'époque pour une blague, une lubie de milliardaire. Si les deux cracks d'Internet sont prêts à dépenser leur fortune pour fabriquer des fusées, c'est qu'ils ont tous les deux cédé à un appel de l'espace qui vient de loin. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Roger, understand, go for landing, 3000 feet. Les deux futurs barons de l'espace, Jeff Bezos et Elon Musk, ont tous les deux grandi en pleine course aux étoiles, à l'ère de l'aventure spatiale. Il y a probablement plus de similarités entre Elon et Jeff que de différences. Ils viennent tous les deux d'un même monde, d'une même culture de science-fiction, à travers la télévision, les livres, et issus de cette vision d'un âge d'or de l'exploration spatiale dans les années 60. Jeff Bezos tombe profondément amoureux de l'espace le 20 juillet 1969. Il a 5 ans et il regarde, fasciné, les Américains poser le pied sur la Lune. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Bezos a grandi à l'époque où le public américain était captivé, électrisé par le programme spatial de la NASA, avec cette génération d'astronautes qui étaient les héros de la culture américaine. Jeff se décrit lui-même comme un geek. Il faisait partie du club informatique, il regardait Star Trek. Comme beaucoup de gamins de l'époque, il a grandi en regardant le capitaine Kirk et les voyages du vaisseau Enterprise. Il s'est passionné pour tout ça. Au même âge, Elon est lui aussi un fan de science-fiction. Mais son quotidien est bien loin de l'univers familial choyé de Jeff Bezos. De parents divorcés, il grandit à plusieurs milliers de kilomètres en Afrique du Sud, dans une atmosphère de violence. Maltraité par son père, comme par ses camarades de classe. C'était si triste, si effrayant et si menaçant qu'il a commencé à se réfugier dans les livres. Il a commencé à lire autant de science-fiction qu'il le pouvait. Ce qui a changé la donne dans ses lectures de science-fiction, c'est qu'il lisait toujours la même intrigue, une histoire qui se répète. Le monde est en danger, quelqu'un doit faire quelque chose pour le sauver, et un héros improbable sort de nulle part pour le faire. C'est un scénario qu'il a vraiment intériorisé et que l'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'il fait. Surdoué atypique, biberonné aux jeux vidéo, à l'adolescence, les deux jeunes garçons confirment leur personnalité hors norme, chacun à leur façon. Elon a appris seul les bases de la programmation informatique. À 12 ans, il a conçu son propre jeu vidéo qu'il a vendu 250 $. Premier de la classe extraverti, Jeff affiche déjà sa passion singulière pour l'espace. Son discours de fin d'études parlait déjà d'aller dans l'espace et d'y faire vivre et travailler des millions de personnes. C'est un projet qu'il a eu toute sa vie. Durant ces premières années, chacun esquisse sa vision d'un avenir au-delà de la Terre. Au tournant du siècle, Elon Musk et Jeff Bezos ont tous deux amassé suffisamment d'argent pour réaliser enfin leur rêve d'espace.
Installée à Los Angeles, au cœur du quartier aéronautique, la start-up d'Elon Musk, SpaceX, se heurte très vite à un manque de crédibilité. Qui miserait sur cette jeune bande de geeks un brin décalé pour aller dans l'espace? Une prouesse que seules quelques grandes nations ont jusque-là réalisée. Quand j'ai été embauché, j'étais le 4e ingénieur de SpaceX. On était comme une bande de copains travaillant ensemble. Presque personne en dehors de SpaceX ne prenait Elon au sérieux. Nous avions du mal à recruter des gens. C'était dur au début. C'est difficile à imaginer parce que maintenant il est comme une sorte de dieu, mais à l'époque, il était considéré comme un charlatan. On a entendu parler de lui au milieu 2000-2005, un truc comme ça. Et d'ailleurs, à notre grande honte, on en ricanait, en disant « Bonne chance, mon gars, c'est compliqué ». Le gamin de la Silicon Valley est pourtant déjà en train de construire sa première fusée, Falcon, nommée en hommage au mythique vaisseau de la guerre des étoiles. Il est confiant et bien décidé à secouer le marché de l'aérospatial et surtout à casser les prix. Rockets really should be a lot cheaper than they are today. And I think the way that they're built, the way they're operated is just very inefficiently. And I think with SpaceX and Falcon, we're gonna show that that's the case. SpaceX est arrivé avec un état d'esprit commercial. Musk venait de la Silicon Valley, il voulait aller vite. Il était prêt à travailler de longues heures pour servir un client privé, et pas seulement le gouvernement. Les promesses et l'assurance d'Elon Musk agacent le petit monde de l'aérospatial, un milieu fermé et figé depuis les années 60, et dominé par la puissante NASA, l'agence spatiale nationale américaine. En 2000, l'industrie spatiale était dirigée par l'État. C'est le gouvernement qui payait pour la plupart des activités dans l'espace. Il y avait seulement 2 entreprises spatiales aux États-Unis, Lockheed Martin et Boeing, qui avaient le monopole des lancements gouvernementaux. Les puissants patrons de l'industrie spatiale n'ont pas l'intention de partager le gâteau avec un jeune start-upper inconnu. Sean O'Keefe est alors administrateur de la NASA, le grand Manitou de cet establishment spatial. Et il se souvient encore de l'accueil mitigé qu'il avait réservé à ce jeune homme impétueux qui frappait à sa porte. Il est venu me voir dans mon bureau et m'a dit « Nous aimerions travailler avec la NASA ». J'ai répondu « Super, mais vous êtes loin d'être les seuls ». Quand un entrepreneur arrive et dit « Faites-moi confiance, je peux le faire », alors on lui demande « Montrez-moi déjà ce que vous avez fait ». Et il répond « Eh bien, je n'ai encore rien fait ». En général, c'est pas très vendeur, quel que soit l'endroit et le moment. Montrez-moi d'abord ce dont vous êtes capable et ensuite on reprendra les discussions. Pendant qu'Elon Musk se démène pour attirer l'attention sur SpaceX, Jeff Bezos travaille dans l'ombre, ici, au beau milieu du désert texan. À tous, il a imposé une règle d'or, le secret. Même Rob Meyerson, le numéro 2 de Blue Origin, ne peut pas dévoiler pour qui il travaille. J'avais juste le droit de dire que j'avais été embauché par une nouvelle société à Seattle. Et c'est tout, je ne pouvais pas en dire plus. Pour mener ses expériences spatiales à l'abri des regards, le milliardaire cherche à acheter de vastes terrains, dans un endroit tranquille. À l'automne 2003, j'ai reçu un appel du bureau de Jeff me demandant de me préparer à faire un voyage au Texas avec lui pour aller voir des ranchs. Il a fini par acheter celui au nord de Van Horn, au Texas, et c'est là que nous avons construit notre site de lancement. Il a rassemblé les propriétés de nombreux ranchs, tous sous des noms d'emprunt, comme des noms d'explorateurs. Sa propriété fait presque la taille de Rhode Island. Tout ça dans un secret total. Face au lièvre Musk, Jeff Bezos a choisi la stratégie de la tortue.
Notre devise était « gradatim ferociter », pas à pas, férocement. La philosophie de Jeff Bezos était que nous devions être une entreprise qui parle des choses qu'elle a faites plutôt que des choses qu'elle va faire. C'est l'une des principales différences entre SpaceX et Blue Origin. Bezos était encore en train de construire Amazon, d'en faire l'empire mondial qu'il est aujourd'hui. Et finalement, Blue Origin était plus une sorte de hobby, un projet secondaire. Elon, lui, a investi la moitié de son argent de la vente de PayPal dans ce projet. C'était une entreprise avec un enjeu de vie ou de mort. Elon était à fond dedans dès le départ. La survie de l'entreprise spatiale d'Elon Musk se joue sur l'île d'Omelek, un petit atoll dans les îles Marshall, en plein Pacifique. Après 4 ans de travail acharné, les ingénieurs de SpaceX sont prêts à envoyer leur fusée Falcon 1 jusqu'en orbite et à prouver à la face du monde leur aptitude à entrer dans la grande cour de l'industrie spatiale. 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3. La première fusée a volé pendant 30 secondes, puis elle s'est éteinte. C'était la fin du lancement. C'était assez tragique. Et ça m'a beaucoup secoué. Je n'ai pas parlé pendant 4 semaines après ça. Elon Musk a de quoi financer 3 tentatives. Mais il essuie échec sur échec en 2007. Puis de nouveau en 2008. J'ai pensé, ça y est, c'est la fin. Mais il a dit, on a une autre fusée, préparez vos affaires et on fait un nouveau lancement dans 6 semaines. SpaceX a instauré une culture de test et d'essais permanents qui a permis à l'entreprise de développer de nouvelles technologies plus rapidement que le reste de l'industrie spatiale de l'époque. C'est la culture Internet, la culture du patch, j'allais dire, c'est-à-dire que, eh bien, on fait des choses, on les teste, on les casse, on voit les faiblesses et on fait un patch. Ça, c'est une culture qui est très, très étrangère à la culture de l'industrie spatiale traditionnelle. Le 28 septembre 2008, c'est le tir de la dernière chance pour Elon Musk. Il n'avait plus d'argent. Il avait divorcé cette année-là. Toutes ces épreuves personnelles, financières et techniques lui mettaient une pression terrible. SpaceX va tenter d'envoyer en orbite pour la 4e fois son lanceur. Dans la salle de contrôle, la tension est à son comble. On a retenu notre souffle pendant 10 minutes. Et puis ça a marché. Et c'était la folie après ça. Il y a eu beaucoup de cris et d'embrassades. Ça a été un moment que les gens de SpaceX n'oublieront jamais. Ça a validé tout leur travail et leurs défis face aux normes établies du monde aérospatial. So, I mean, this really means a lot to SpaceX. Obviously, getting to orbit, that's just a huge milestone. There's only a handful of countries on Earth that have done it. It's only a country thing, not a company thing. So it's just an amazing achievement. The future of SpaceX is really great. This is... La ténacité de Musk n'est pas passée inaperçue. En décembre 2008, la NASA engage SpaceX pour un contrat de 12 vols de ravitaillement de l'ISS, la Station spatiale internationale. Elon Musk et sa compagnie sont sauvés. Et le gouvernement américain, lui, a gagné un nouvel atout pour sauvegarder sa place de leader de l'industrie spatiale mondiale. Un vent de changement souffle sur Cap Canaveral.
Ce 15 avril 2010, c'est la première visite de Barack Obama depuis son arrivée au pouvoir, un peu plus d'1 an avant. Et il est très attendu. Car le nouveau président des États-Unis vient de prendre une décision radicale et pas très populaire dans le milieu spatial. Il vient d'annuler le projet de retour sur la Lune, lancé par l'ancien président Bush. Un programme au prix exorbitant, mené par les indéboulonnables Boeing et Lockheed Martin. À l'époque, Lori Garver, numéro 2 de la NASA, est l'alliée précieuse d'Obama. Et elle doit faire face aux violentes critiques des industriels et des anciens héros de la conquête spatiale. La réaction de toute la communauté spatiale à l'annulation du programme lunaire a été très négative. Neil Armstrong a dit que c'était un mauvais plan et un retour en arrière. C'était vraiment dur à entendre. Barack Obama veut marquer une rupture avec les pratiques du passé. Il mise maintenant sur le privé pour la politique spatiale américaine. Il y a urgence, car avec l'arrêt définitif de la navette en 2011, les États-Unis sont sur le point de perdre leur indépendance pour accéder à l'ISS, la Station spatiale internationale. In order to reach the space station, we will work with a growing array of private companies competing to make getting to space easier and more affordable. Now, I recognize that some have said it is unfeasible or unwise to work with the private sector in this way. I disagree. Thank you. Et pour enfoncer le clou, symboliquement, Obama se dirige alors vers les installations d'une start-up encore peu connue, SpaceX. Nous avons choisi SpaceX car nous pensions qu'ils représentaient l'avenir et qu'ils avaient les meilleures chances de réussite. Pour nous, l'avenir était de prendre ce nouveau chemin du spatial commercial. Obama ne dit pas un mot publiquement, mais les images du président marchant veste sur l'épaule aux côtés d'Elon Musk parlent d'elles-mêmes. Adoubé par Obama, SpaceX change de dimension. La société s'installe dans de nouveaux locaux. Et c'est le patron lui-même qui fait la visite. Welcome to SpaceX. Here we are in the lobby. It's very white right now, but there are actually some cool elements coming in soon that will make it less white. Le défi d'Elon Musk, construire une fusée capable d'envoyer des astronautes vers l'ISS. La NASA a choisi de mettre en concurrence la petite SpaceX et le puissant Boeing pour mettre au point ce nouveau lanceur. Elon Musk s'investit à tous les stades de la construction de Falcon 9, une fusée 3 fois plus puissante que la première. What we're looking at over there, that's a quarter section of the Falcon 9. It's capable of taking the largest satellites in the world, and it could actually literally fit a city bus in that fairing. It's that big, because that's just a quarter section of it. Elon a toujours participé activement à SpaceX, ce qui montre bien l'importance que l'entreprise a pour lui. Il va aux réunions d'ingénieurs, il passe du temps à l'usine pour inspecter. Il veut savoir comment cela fonctionne. Il voulait vraiment que je lui explique comment nous faisions, comment être moins cher et comment le faire plus rapidement. Le milliardaire veut aller vite. Il veut convaincre le gouvernement américain qu'il est capable de renvoyer le premier des astronautes dans l'espace, quitte à mettre la pression sur ses équipes. SpaceX est réputé pour sa culture du surmenage, de l'épuisement professionnel. Le rythme de vie surchargé d'Elon est censé servir de modèle à ses employés. Mais ceux-ci n'ont pas les mêmes ressources que lui et souvent pas la même motivation. Devant tant d'énergie déployée, la NASA accorde à Elon Musk un privilège rare. SpaceX pourra envoyer ses fusées depuis le pad 39A, la mythique rampe de lancement de Cap Canaveral, le point de départ des missions Apollo vers la Lune. Ce trophée symbolique gagné par SpaceX, c'est la goutte de trop pour Jeff Bezos. Ça l'embêtait de voir qu'Elon Musk devenait cette figure héroïque, ce pionnier de la conquête spatiale. Jeff Bezos avait lui aussi dépensé des millions pour atteindre le même objectif. Il y avait entre eux une compétition amicale, ou peut-être pas si amicale que ça, pour lancer des fusées
mais aussi pour être sous les feux des projecteurs et devenir le héros de la nouvelle ère spatiale. À l'automne 2015, après des années de mystère savamment entretenu, Jeff Bezos dévoile enfin son engin spatial. Track right check good. Forward fin check good. Aft fin check good. LGS check. Une fusée baptisée New Shepard. Ready for flight. T-minus 10. C'est la première campagne de communication de Bezos en tant que patron de Blue Origin, un lancement spectaculaire depuis la base spatiale de Van Horn. Sa fusée doit tenter un exploit, réatterrir à la verticale, comme dans un film de science-fiction, et devenir ainsi la première fusée réutilisable à atteindre la lisière de l'espace. Depuis le patio à l'extérieur, on voyait la lumière, le nuage de poussière, et on s'est dépêché de revenir dans la salle de contrôle pour continuer à suivre la mission sur les écrans. Et après, c'était juste des cris, des bras en l'air, beaucoup d'excitation, d'avoir été capable d'accomplir quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. C'est une première mondiale. Le milliardaire d'Amazon vient de coiffer au poteau SpaceX. You've seen a lot of rockets take off in your time, but you've never seen one land. And all the rockets that we've ever flown as a civilization have been expendable. We use them one time and we throw them away. The rocket you're seeing behind me is completely reusable. That's a game changer because it changes the cost structure of space travel completely. Fier de sa réussite, le patron d'Amazon lance son tout premier tweet. Une bête très rare, une fusée réutilisable. La fanfaronnade est vécue comme une provocation par Elon Musk, car la réutilisabilité, c'est son cheval de bataille depuis ses débuts. Pas si rare. SpaceX a lancé la fusée Grasshopper il y a 3 ans, et elle est toujours là. Elon Musk n'a pas l'intention de se laisser doubler. À peine un mois après Blue Origin, il va montrer de quoi il est capable. Après avoir volé jusqu'en orbite, beaucoup plus haut, plus loin que la fusée de Jeff Bezos, Falcon 9 atterrit à son tour à la verticale. C'était un grand soulagement. Et c'était vraiment génial. C'était un grand moment pour SpaceX et Elon Musk, mais qui a été un peu refroidi quand Bezos a tweeté « Bienvenue au club », comme pour lui dire « Je t'ai devancé avec New Shepard ». Entre le clan Bezos et le clan Musk, la guerre des tweets est déclarée. C'était clairement la mauvaise chose à dire. C'est différent d'atterrir après avoir fait juste un saut de puce. Il est évidemment beaucoup plus difficile de lancer et de faire atterrir une fusée qui va jusqu'en orbite, notamment en termes d'énergie. Ce que SpaceX a fait était bien plus difficile. Bezos et Musk ont l'esprit de compétition. Ils n'ont pas l'habitude de partager le feu des projecteurs. D'une certaine manière, la scène, la pièce, est trop petite pour eux deux. À ce moment-là, nous avions devant nous le début d'une incroyable course commerciale pour l'espace. D'un côté, Jeff Bezos, la personne la plus riche du monde, avait finalement dévoilé Blue Origin, et SpaceX tenait ses promesses de vol en orbite réutilisable avec Falcon 9. Cette compétition tombe à pic pour les États-Unis. Avec le succès fulgurant de ces nouveaux investisseurs du privé, l'Amérique tourne le dos aux années difficiles et ouvre l'ère du New Space, une révolution qui va impacter le monde entier. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, la montée en puissance du secteur privé américain n'a pour l'instant pas été prise très au sérieux. Le programme spatial européen, incarné par la fusée Ariane, s'est un peu endormi sur ses lauriers. Ariane 5, dans les années 2000, était la fusée la plus puissante,
la plus fiable. On avait 80% du marché commercial, ou 75% du marché commercial. Dans cette période, on a clairement sous-estimé la menace américaine, c'est très clair. Mais dès 2014, le ton change. En voyage aux États-Unis, Tom Enders, PDG du groupe Airbus, l'actionnaire principal d'Ariane Group, découvre l'agressivité de SpaceX. Il a rencontré Elon Musk qui lui a gentiment dit « Bon, vous ne le savez pas encore, mais vous devriez arrêter Ariane parce que vous êtes déjà mort. » Une menace qu'Elon Musk n'hésite pas à répéter en boucle à tous ses interlocuteurs européens. What's your view when you look across the Atlantic? Ariane 5 has no chance. There's really no way for that vehicle to compete with Falcon 9 and Falcon Heavy. Alors, de retour en Europe, Tom Enders a fait escale à Paris, est venu nous rencontrer au Muro et en disant « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on arrête tout parce qu'on est mort et c'est pas la peine de continuer d'user le soleil? Est-ce qu'on a une chance de faire quelque chose qui nous permette de rester dans les premiers rangs au niveau mondial ?» SpaceX a brutalement ouvert la compétition. Dès 2013, avec son premier satellite lancé en orbite, la compagnie privée américaine casse les prix, avec des vols 30% moins chers qu'Ariane 5 pour les mêmes performances. Une révolution tarifaire qui déstabilise complètement le marché sur lequel règne l'Europe. La concurrence de SpaceX, à ce moment-là, commence à se faire sentir. Et oui, il y a bien sûr des clients qui ont fait le choix d'aller vers une fusée moins chère qui fonctionnait. Ce qui nous a tous surpris, effectivement, c'est la vitesse à laquelle il est passé d'un petit lanceur à un gros lanceur concurrent d'Ariane 5. L'industrie spatiale européenne doit agir vite. Mais pour cela, il faut faire avec les lourdeurs de l'Europe. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui coordonne les missions spatiales, c'est 22 participants, 22 pays qui ont tous une voix à la table des discussions. Il faut l'unanimité des pays qui participent à ce nouveau lanceur, même s'ils apportent 1 euro. Il faut une distribution qui soit équitable en fonction du budget apporté par chacun des pays sur le programme Ariane 6. Donc il faut saucissonner le lanceur pour apporter telle pièce dans tel industriel de tel pays. Un morceau pour la France, un morceau pour l'Allemagne, un morceau pour l'Espagne. Un puzzle spatial lent et complexe qui a du mal à rivaliser avec l'agilité de la start-up californienne qui produit sur un seul site et dépend d'un seul homme, Elon Musk. Après des mois d'interminables discussions, en décembre 2014, l'Europe a enfin pris sa décision. Le projet Ariane 6 est lancé. Cette nouvelle fusée sera 40% moins chère que sa petite sœur Ariane 5. Mais elle arrive un peu tard. Et surtout, elle n'est pas réutilisable, contrairement à sa concurrente américaine. En 2017, Ariane perd sa place de premier opérateur mondial au profit de SpaceX. Touchée à son tour par l'onde de choc du New Space, la Russie préfère ignorer la menace. Vladimir Poutine s'affiche sur le nouveau cosmodrome de Vostochny en Sibérie, symbole du renouveau spatial russe. L'espace est un secteur historique qui a fait les beaux jours de la puissance soviétique. Une puissance que Poutine entend aujourd'hui regagner. Moscou se sent en position de force car elle a un avantage majeur. Depuis que la navette américaine a pris sa retraite, la Russie est la seule nation du monde à pouvoir envoyer des hommes dans la station spatiale internationale. L'agence spatiale américaine donne de l'argent à la Russie, donc à son équivalente qui s'appelle Roscosmos en Russie. Plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque fois pour transporter un astronaute. Une belle revanche de la Russie sur les États-Unis. Un monopole que Moscou n'hésite d'ailleurs pas à mettre en avant sur le plan politique. Comme en 2014, lorsque Dimitri Rogozin, proche de Poutine et patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe, s'agace des sanctions américaines après l'invasion de la Crimée. Ok, alors voilà. S'ils veulent frapper notre potentiel économique et notre secteur spatial, ils n'auront qu'à envoyer leurs astronautes sur l'ISS avec un trampoline. Mais en réalité, malgré ce coup de bluff,
la place du spatial russe sur la scène internationale est fragile. La Russie fait face à une compétition croissante dans le secteur. En tête de ses nouveaux concurrents, la Chine. En envoyant un premier taïkonaute en orbite en 2003, l'Empire du Milieu est devenu le 3e pays, après la Russie et les États-Unis, capable de réaliser un vol habité dans l'espace. La Chine est entrée dans le club très fermé des puissances spatiales. Le président Xi Jinping soutient avec ferveur ce qu'il estime être une partie intégrante du rêve chinois. Pour le président Xi Jinping, la science et technologie est le moteur premier du développement national et c'est ce qui permettra à la Chine de devenir la grande puissance internationale et de dépasser les États-Unis. Le régime de Pékin observe d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt la percée de SpaceX et Blue Origin aux États-Unis et s'en inspire directement. En Chine, il y a une grande fascination par rapport au modèle d'innovation, mais aussi de financement de l'innovation aux États-Unis. Et donc on a vu fleurir ces dernières années, particulièrement à partir de 2014, un New Space chinois. Un New Space chinois qui rêve de suivre le chemin de SpaceX. Partout dans le monde, l'émergence du secteur privé américain a réveillé l'appétit des nations pour l'espace. De 2 puissances qui s'affrontaient dans les années 60, on est passé à plus de 80 pays qui possèdent désormais un programme spatial, de l'Inde à l'Afrique. Elon a prouvé que vous pouvez gagner de l'argent dans l'espace, et cela attire les capitaux privés. C'est comme une ruée vers l'or, et c'est ce qui est en train de se passer. En quelques années, le nom d'Elon Musk est devenu célèbre dans le monde entier. Érigé en modèle de réussite, sollicité par le cinéma pour faire une apparition dans le film Iron Man, l'homme d'affaires est vénéré, tel un super-héros, par une cohorte de fans. En septembre 2016, ils sont des centaines à se presser au Congrès international d'aéronautique. Le milliardaire est attendu sur scène. Il doit révéler son grand plan pour le futur. Le Congrès se transforme alors en show de rockstar. C'était l'émeute devant les portes de cet immense auditorium. Les gens poussaient, se bousculaient par centaines. Il y a eu une course générale pour arriver au premier rang. J'ai rejoint la bousculade et j'ai couru avec un groupe de reporters pour être près du micro et avoir une chance de lui poser des questions à la fin. Please join me in welcoming Elon Musk. À 45 ans, Elon Musk est prêt à dévoiler publiquement sa vision, une révélation aux accents messianiques. I don't have an immediate doomsday prophecy, but eventually history suggests there will be some doomsday event. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species. That's what we want. Yeah. Coloniser Mars. Voilà le projet de Musk, l'aboutissement de ses rêves d'adolescent. Devant un public médusé, il annonce la construction d'une nouvelle fusée gigantesque de 120 mètres de haut, 4 fois la taille d'Ariane 5. Une fusée entièrement réutilisable, le Starship. Elle permettra d'envoyer 1 million d'humains sur Mars d'ici 30 ans pour vivre dans une cité autonome. Premier vol prévu pour la planète rouge dès 2024. Il a su redonner à l'épopée spatiale une sorte de matérialité qui était sans doute un peu perdue par la technicisation du spatial. On parle beaucoup de satellites, on parle d'objets techniques. Et lui, il redonne un peu cette épopée de Jules Verne. Voilà, c'est le voyage dans la Lune, etc. It would be an incredible adventure. I think it would be the most inspiring thing that I could possibly imagine. Mais si ses fans sont emportés par sa vision du futur, beaucoup d'experts de l'industrie spatiale sont une nouvelle fois sceptiques face aux ambitions de Musk.
Ils ont vu ça et se sont dit, c'est ridicule. Ce type est complètement mégalo, il est fou. Si c'est vraiment ça son but, nous devons le rejeter. Les professionnels de l'espace doutent de sa capacité à faire de Mars une planète B. Une aventure vers Mars, c'est important parce que pour une équipe de scientifiques, pour vraiment répondre à des questions fondamentales, mais on n'est pas dans une position aujourd'hui de se dire, voilà, on peut à grande échelle envoyer des gens sur Mars. Quiconque dit ça aujourd'hui, malheureusement, n'est pas entièrement honnête, je pense. Il y a quand même un fossé entre les promesses presque millénaristes d'un avenir radieux sur Mars et la faisabilité de tout ça. Qu'importe les critiques, Elon Musk met tout en œuvre pour réaliser son rêve. Et il a construit son propre spatiodrome dans ce but ultime. À Boca Chica, près de la frontière mexicaine, cette ancienne réserve en bordure de plage est devenue la Starbase, la nouvelle usine à ciel ouvert de SpaceX. Un immense complexe spatial construit directement sous les fenêtres des habitants du village. Comme Maria, la voisine la plus proche de la Starbase. Il fait drôlement froid aujourd'hui. Voilà. C'est ma maison. C'est la maison juste là, derrière l'arbre, à côté de la métallerie. SpaceX est sorti de terre au milieu des hautes herbes. C'était inconcevable qu'ils puissent construire leur prototype au milieu de nulle part. Et tout ça est arrivé ici, juste devant la fenêtre de ma chambre, que vous ne pouvez plus voir aujourd'hui parce que c'est entouré par SpaceX. Maria a depuis dû déménager pour laisser la place à l'immense Starship. Ici, Elon Musk construit sa fusée pour Mars, littéralement sous les yeux du grand public. Des milliers de visiteurs chaque mois. Une vitrine pour vendre son projet grandiose. Vous avez l'impression de faire partie de l'équipe, bien que je n'ai rien à voir avec tout ça. J'aide à montrer ce qui se passe et c'est vraiment génial. Merry Christmas from Starbase, Texas. Nous sommes en direct de la Starbase au Texas. Je m'appelle Jessica Kirsch. Des fans comme Jessica, très actifs sur les réseaux sociaux, filment et dissèquent chaque étape de la construction de la fusée de SpaceX et répandent dans le monde la religion martienne d'Elon Musk. Nous sommes en train de regarder le bras de déconnexion rapide attaché à la tour d'intégration de lancement orbital. Ici, sur le pas de tir de la Starbase. C'est une nouvelle ère spatiale. Je suis tellement excitée. J'espère que j'irai à bord d'un de ces vaisseaux un jour. J'adorerais ça. Ravi de ce buzz spontané, Elon Musk n'hésite pas à ouvrir les portes de sa Starbase aux youtubeurs les plus en vue. Peu friand des interviews traditionnelles dans les grands médias, il préfère discuter avec ces jeunes geeks qui lui ressemblent. So this is, at its heart, it is fundamentally an optimization of cost per ton to orbit and then ultimately cost per ton to the surface of Mars. Right. S'il peut être interviewé par quelqu'un qui ne parle que de trucs de geek un peu techniques sur les fusées, au lieu de poser des questions sur ses finances, sa politique, ses clients, alors il est ravi. L'entrepreneur a compris que conquérir le public était aussi important que conquérir l'espace. Et il multiplie les coups d'éclat, avec une imagination sans limite. Le voilà qui transforme en 2018 l'essai de son nouveau lanceur Falcon Heavy en grand spectacle spatial. Dans la tête de son nouvel engin, il a mis une charge utile beaucoup plus cool que les habituels sacs de sable, sa propre voiture de sa marque, Tesla. C'était vraiment fou et un incroyable coup de pub, car le lendemain, c'était à la une de toute la presse mondiale.
Le monde entier regardait ce mannequin en combinaison d'astronaute, assis au volant d'une Tesla. C'est une image iconique de ce que les entrepreneurs privés peuvent faire dans l'espace et du futur qui nous attend. Sa voiture flotte désormais jusqu'à la fin des temps dans le vide intersidéral. SpaceX occupe l'espace, et surtout l'espace médiatique. You don't choose your passions. Your passions choose you. Jeff Bezos également veut occuper le devant de la scène spatiale. En mai 2019, lors d'une présentation grandiose à Washington, il dévoile enfin son jeu. Comme Musk, le patron d'Amazon se rêve lui aussi en sauveur de l'humanité. Son grand projet, d'immenses stations spatiales, de véritables mondes flottants pour accueillir les terriens et surtout leur industrie. These are very large structures, miles on end, and they hold 1 million people or more each. But heavy industry and all the polluting industry, all the things that are damaging our planet, those will be done off Earth. We get to preserve this unique gem of a planet which is completely irreplaceable. There is no plan B. Cette vision du futur est peut-être un peu moins négative que de dire « nous détruisons la Terre, donc il faut trouver une nouvelle planète ». Première étape dans cette lointaine conquête spatiale, la Lune. L'entrepreneur lève le voile sur un projet spectaculaire. Un projet qui pourrait faire de Blue Origin un partenaire clé de la NASA. Let me show you something. This is Blue Moon. We've been working on this lander for 3 years. It's a very large lander. It'll soft land in precise way onto the lunar surface. Si le milliardaire a financé ce coûteux projet d'alunisseur, ce n'est pas par hasard. Il a senti le vent tourner sur la scène internationale. Le satellite de la Terre, un peu oublié depuis la première conquête spatiale, est en train de revenir au centre du jeu. Car cette même année, la Chine a réussi l'exploit de chatouiller l'orgueil américain et relancer la course à la Lune. Avec leur module Chang'e 4, les Chinois viennent de poser un robot sur la face cachée de la Lune, là où personne n'était jamais allé. C'est une nouvelle contribution à l'humanité dans l'exploration de l'univers. Et cette mission est très importante puisque c'est un peu, d'une certaine manière, la première mondiale de la Chine, puisque c'est la première fois que la Chine a réalisé dans l'espace quelque chose qu'aucune puissance n'avait réalisé avant elle. La Chine est devenue la deuxième puissance spatiale derrière les États-Unis, devant l'Europe et la Russie. Exclue de la coopération spatiale, mise au banc de l'ISS par les Américains en 2011, Pékin prépare sa revanche. Elle construit sa propre station spatiale et est désormais la nation qui lance le plus de fusées dans le monde. L'ambition chinoise aujourd'hui, celle qui a été explicitée par le secrétaire général Xi Jinping, c'est de devenir la première puissance mondiale à l'horizon 2049, dans le domaine économique, militaire et dans le domaine spatial. Premier objectif de la Chine, envoyer des hommes sur la Lune et y créer une base permanente d'ici 2030. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence, la Lune redevient une priorité pour Washington. The directive I'm signing today, it marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. C'est la naissance d'Artemis, un programme pour ramener les Américains sur la Lune avant la Chine.
cut through the fictions of science. We are going. We're going. We are going. We are going. We're going. Je pense que c'est important que nous retournions sur la Lune les premiers. Il y a des ressources connues sur la Lune, probablement de l'eau glacée piégée au pôle Sud. Et le fait que la Chine soit une force hostile rend ce retour particulièrement urgent. Mais contrairement à la première course à la Lune, cette fois, l'enjeu est différent. La course aux étoiles des années 50-60 était un problème de domination mondiale. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il s'agit de prendre un marché. Qui sera le premier à vendre le plus, à lancer le plus de fusées, et qui sera à la tête de cette industrie? Qui fabriquera pour l'Amérique le module qui permettra aux astronautes d'atterrir sur la Lune? La NASA a lancé dès 2019 un appel à projet auprès des compagnies privées. Avec Blue Moon, Jeff Bezos est donc le premier sur les rangs. Il est confiant et espère décrocher son premier contrat avec l'agence américaine grâce à son avance. Mais il n'est pas le seul à viser la Lune. D'autres entreprises sont dans la sélection finale, et notamment SpaceX. Starship heading back to the landing zone. Elon Musk propose d'utiliser pour se poser sur la Lune son vaisseau Starship, destiné à l'exploration de Mars. Un projet moitié moins cher que celui de Blue Origin, mais que certains jugent irréalisable avant plusieurs années. La concurrence est plus vive que jamais entre les deux milliardaires. Mais un événement va faire basculer la compétition. And there they are, NASA astronauts. Ce 30 mai 2020, les États-Unis sont prêts à renvoyer des hommes dans l'espace pour la première fois depuis 9 ans. Et pour la première fois, la NASA a confié à une compagnie privée la responsabilité d'acheminer ses précieux astronautes vers l'ISS. C'est SpaceX qui est aux commandes. Envoyer des astronautes dans l'espace, c'est le Saint Graal, l'exploit le plus important. Alors pour la NASA, donner cette opportunité à une compagnie privée était une énorme décision. Tesla rutilante et combinaison futuriste, Elon Musk veut marquer de son empreinte l'histoire de l'aérospatiale. La technologie est plus récente et puis il y a une vraie volonté que ça soit joli, que ça soit noir et blanc, que les combinaisons soient assez saillantes. C'était censé aussi manifester le passage d'une époque à une autre et presque acter finalement ce passage comme étant quelque chose de définitif. On ne pourrait plus revenir en arrière en faisant des vaisseaux un peu à la papa, quoi. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom dog. America has launched. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. C'était vraiment une journée incroyable. Imaginez que jusqu'à présent, seule la Russie, les États-Unis et la Chine avaient réussi à envoyer des hommes en orbite. Et la quatrième entité à le faire est une compagnie privée. All right, station, it's Houston on Spacer Ground 2. Welcome to Bob and Doug. Ce premier vol habité de SpaceX marque un tournant sur la scène internationale. C'est le grand retour de l'Amérique dans l'espace et la fin d'années de dépendance des États-Unis à la Russie. La compagnie privée vient de faire perdre à Moscou son monopole des vols habités et les revenus qui vont avec. SpaceX a révolutionné le paysage international. Ils ont secoué le marché, particulièrement en Russie. Cela a eu un effet délétère sur leur économie spatiale. Pour Elon Musk, c'est une victoire personnelle, le couronnement d'années d'engagement passionné. Et il a du mal à cacher son émotion. I'm really quite overcome with emotion on this day. It's kind of hard to talk, frankly.
It's been 18 years working towards this goal. So what has culminated in this incredible launch today of getting astronauts back to orbit after almost a decade, I think this is something that should really get people, right on the heart of anyone who has any spirit of exploration. L'entrepreneur a acquis un nouveau statut. En 18 ans, sa petite start-up méprisée par l'industrie aéronautique est devenue la plus puissante compagnie spatiale privée du monde. Le milliardaire excentrique est désormais le visage du renouveau spatial américain. Et à l'heure de choisir un partenaire pour construire son alunisseur, la NASA n'a plus d'hésitation. Nous travaillons depuis 1 an avec 3 partenaires pour nous aider à réussir la prochaine mission humaine vers la Lune. La NASA a choisi SpaceX pour retourner sur la Lune. Musk a gagné la partie et un contrat de 2,9 milliards de dollars. C'est le vaisseau Starship de SpaceX qui ira sur la Lune. Pour Jeff Bezos, expulsé du programme lunaire, la déconvenue est brutale. Perdre le contrat pour la Lune face à SpaceX a été un énorme revers. C'était frustrant pour lui que sa compagnie, Blue Origin, qui a débuté avant SpaceX, soit tellement loin derrière. Il était furieux. Bezos était tellement en colère qu'il a porté plainte contre le gouvernement, ce qui a retardé le programme d'exploration lunaire. Il a même offert 2 milliards de remises à la NASA. Il voulait absolument le faire. Jeff Bezos n'abandonne pas la bataille pour autant. Au contraire, en 2021, il démissionne de son poste de directeur général d'Amazon pour se consacrer pleinement à sa passion spatiale. Car il reste un secteur que le milliardaire entend conquérir depuis les débuts de Blue Origin, le tourisme de l'espace. C'est le moment. Enregistrez-vous pour savoir comment acheter le premier siège dans New Shepard. C'est Jeff Bezos lui-même qui va tester le premier son nouveau programme de voyage touristique. Le 20 juillet 2021, il prend le risque d'embarquer dans sa fusée pour la frontière de l'espace. Un bon moyen d'en faire la promotion. Et voilà, l'homme le plus riche du monde va partir pour l'espace. Je dois dire que j'ai retenu mon souffle, parce que je me disais qu'il y avait peut-être une chance sur 2 qu'il explose. L'entrepreneur est en train de réaliser son rêve d'enfant. Et quelques minutes plus tard, la capsule avec Bezos et ses camarades flottait doucement sous les parachutes. Bezos est sorti. Il portait ce ridicule chapeau de cow-boy et sa tenue bleue. Il avait l'air heureux. Il irradiait. C'est le coup d'envoi d'une autre conquête spatiale, celle de l'accès à l'espace pour tous, ou presque. Car pour 10 minutes en apesanteur, le prix du billet dépasse les 200 000 $. Il y a eu pas mal d'analyses de marché qui montrent qu'il y aurait typiquement 50 000 clients par an capables de payer 200 000 $. Donc quand vous faites 50 000 fois 200 000, etc., ça fait des papillons dans les yeux. La communauté spatiale voit le tourisme comme un moyen de normaliser l'espace, de faire de l'argent et de développer de nouvelles technologies. Mais le public, lui, voit ça comme une sorte de caprice de riche. Et à notre époque, ça passe mal. Sans parler du coût environnemental. En 10 minutes, Bezos et ses clients émettent chacun 75 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions de 30 Français en un an. Pour convaincre le public qu'il ne s'agit pas que d'un tour de manège futile pour milliardaires, il a encore du boulot.
Jusqu'où ira cette commercialisation intensive de l'espace? Pouvons-nous privatiser ce patrimoine commun de l'humanité? Le nouveau marché spatial a de quoi aiguiser les appétits. Beaucoup de gens bien informés disent que ce pourrait être un marché de 3 ou 4 trilliards de dollars dans les 15 prochaines années. La bataille la plus féroce se joue juste au-dessus de nos têtes, en orbite basse. Les méga-constellations, des cohortes de microsatellites lâchés autour de la Terre, sont en train d'annexer des orbites entières. L'enjeu de cette frénésie, fournir un accès à Internet haut débit partout sur la planète et régner sur les communications terrestres de demain. Ce nouveau terrain de jeu attise la convoitise des entreprises du monde entier. Jeff Bezos vient d'annoncer le coup d'envoi de Kuiper, son réseau de plus de 3000 satellites. Et pour le lancement, il a choisi d'offrir un contrat en or à Ariane 6, une aubaine pour les Européens. Mais Elon Musk a encore une fois pris de l'avance avec son projet pharaonique Starlink de 42 000 satellites, dont plus de 2300 sont déjà en service. Monsieur Musk, c'est vraiment pousse-toi là que je m'y mette ou une fois que j'y serai, essaye de te faire une place. Un peu à la manière du pionnier qui arrivait dans les plaines de l'Ouest, qui plantait ses piquets en disant ben voilà, j'ai planté mon piquet, c'est à moi. Ça a créé une forme de Far West, une nouvelle forme d'expansion du capitalisme en orbite. Ce nouveau Far West, cette prolifération spatiale, inquiète les nations, car elle fait planer des risques accrus de collision dans une zone hautement stratégique et déjà saturée de milliers de débris. Ça pose d'énormes problèmes, ça pose des problèmes d'accès à l'espace. On va devoir attendre que les satellites de Monsieur Musk se poussent un peu pour pouvoir faire des lancements. Et clairement, ça va poser des problèmes de régulation assez intenses dans les années à venir, avec des problèmes de management du trafic sur les orbites, la gestion des débris. Un jeu dangereux dans un espace où les tensions géopolitiques et militaires résonnent de plus en plus fort, à l'heure où la coopération vacille entre la Russie et l'Occident, sur Terre et jusque dans l'ISS. Mais peu importe les risques, tant qu'ils en auront les moyens, les barons de l'espace ne renonceront pas à leurs rêves. Jeff Bezos a déjà commencé la construction d'une station spatiale touristique, une ville de l'espace qui ressemble un peu à ses visions fantastiques d'adolescent. Elon Musk, lui, poursuit avec détermination sa quête pour faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Sa première mission vers Mars est désormais fixée à 2029. Le businessman a déjà prévu de finir ses jours sur la planète rouge.